En plus de ça, certains travaux de recherche ont montré que la meilleure source d'azote pour la production d'acide citrique par la souche Aspergillus niger est celle qui est normalement fournie soit par le nitrate de potassium, soit par le nitrate d'ammonium. Cependant, il s'est avéré que le nitrate d'ammonium est meilleur par rapport au nitrate de potassium. Et il est meilleur, d'accord, à condition de le fournir à des concentrations qui varient entre 1,6 g par litre et 1,3 g par litre. Remarquez tout à l'heure remarquez une chose, donc je reviens à tout à l'heure, dans le fermenteur, il a été mis comme source d'azote de l'urée. Je vous rappelle que c'est de l'urée, on va revenir, et puis cette urée a été mise à une concentration de 1 g par litre. Remarquez ici, voilà, donc c'est l'urée qui a été fournie à une concentration de 1 g par litre, et les travaux de recherche ont montré que la meilleure source d'azote, c'est celle qui est donc fournie par les nitrates de potassium ou d'ammonium. Et cependant, donc je signale que le nitrate d'ammonium est meilleur par rapport à celui de potassium, et il faut qu'il soit aussi fourni à une concentration de 1,6 à 3,0 g par litre. Il faut signaler une autre remarque que, afin d'empêcher la formation d'acides qui sont indésirables dans le fermenteur, le pH doit être situé entre 2 et 3. Et les valeurs entre 2 et 3, ce sont des valeurs justement qui vont assurer une bonne production de l'acide citrique. Nous avons dit que l'acide citrique est synthétisé par la masse mycélienne lorsque le pH est voisin de 2,5 à 3,5. Donc un pH variant entre 2 et 3 devient impératif pour la formation de l'acide citrique. Et en plus de ça, bien entendu, lorsque le pH est à ces valeurs-là, ça limite, ça freine toute contamination pouvant provenir de l'extérieur. Les pH acides, normalement, si jamais une souche microbienne tombe dans le fermenteur, elle va être, si vous voulez, freinée, elle va être anéantie par la forte acidité qui règne au niveau du fermenteur. Donc ce sont des valeurs de pH qui normalement vont prévenir les contaminations qui peuvent éventuellement se produire à l'intérieur du fermenteur. La diminution progressive des vitesses de croissance du mycélium et de consommation de sucre, qui est donc le saccharose, va mener vers une dernière phase de la croissance mycélienne et donc de la production de l'acide citrique. C'est la phase dite stationnaire. Et c'est la phase qu'on va qualifier de phase numéro 5. La phase numéro 5, effectivement, c'est une phase qui est normalement marquée par un pH qui est très très bas, un pH donc voisin de 2. À ce niveau-là, la concentration en sucre résiduel devient trop faible. Elle avoisine les 7 grammes par litre. Et il faut dire que à la fin justement de cette phase, la phase donc stationnaire, on va assister à une production d'acide citrique qui est voisine de 80 jusqu'à 112 grammes par litre. Pourquoi la concentration varie de 80 à 112 grammes par litre? C'est signalé, bien sûr, selon les travaux de recherche. En effet, souvenez-vous, si la concentration d'acide citrique obtenue en phase finale varie de 80 jusqu'à 112 grammes par litre, c'est parce que certains paramètres normalement influencent cette synthèse. Quels sont ces paramètres?
le premier paramètre très très important, c'est la concentration en saccharose. Et puis, non seulement la concentration en saccharose qui est très très importante, mais aussi la nature du substrat carboné. Il est possible que d'autres sources de carbone permettent une bonne synthèse d'acide citrique par rapport au saccharose. Et puis, pour le saccharose, il est utilisé à des concentrations variant entre 15 et 25 grammes, 15 à 25%. Bien entendu, si vous mettez 25%, 25 grammes de saccharose par 100 ml, c'est mieux que 15 grammes par 100 ml. Et dans ce cas-là, la concentration finale d'acide citrique va être influencée, elle va augmenter. En plus de ça, nous avons dit que la croissance et la production de l'acide citrique sont influencées par la nature de la source azotée. En ce sens qu'il s'est avéré que le nitrate d'ammonium est la meilleure source qui convient pour l'activité du mycélium, donc de l'Aspergillus niger. Donc il faut retenir à la fin donc, de ce paragraphe relatif à la synthèse de l'acide citrique que cette synthèse normalement se fait en 5 phases, en 5 étapes, et elle aboutit finalement à des concentrations d'acide citrique qui sont variables en fonction de la nature du substrat carboné, de la concentration du substrat carboné, de la source d'azote qui est utilisée. Il ne faut pas non plus oublier que la présence des macro- et des oligo-éléments est aussi très très importante parce qu'un excès ou bien un déficit en ces éléments minéraux va aussi perturber et diminuer, voire et même supprimer l'activité mycélienne et par conséquent la synthèse de l'acide citrique. Nous passons maintenant à un deuxième métabolite primaire qui est l'acide lactique. Production donc de l'acide lactique. L'acide lactique, c'est un acide qui est, contrairement à l'acide citrique, est produit par des souches bactériennes et non pas des souches de moisissure. Tout à l'heure, l'acide citrique était synthétisé par une souche de moisissure, c'est l'Aspergillus niger. Maintenant, l'acide lactique, c'est un acide carboxylique, mais qui est synthétisé cette fois-ci par une souche bactérienne et non pas de moisissure. Il est synthétisé par des bactéries qui sont qualifiées de bactéries lactiques. Et bien sûr, suite à la dégradation d'un substrat carboné, un sucre. Le sucre en question, c'est généralement le lactose. C'est généralement le lactose. Mais ça peut être d'autres sucres, ça peut être aussi le saccharose. Le processus de production de l'acide lactique porte le nom de fermentation lactique. Et cette dernière peut être aussi bien homolactique qu'hétérolactique. La fermentation homolactique, c'est une fermentation qui est produite par certaines espèces bactériennes qui sont qualifiées de homofermentaires. À ce propos, on peut citer les bactéries appartenant au genre Lactococcus, les bactéries appartenant au genre Lactobacillus, et puis celles appartenant au genre Streptococcus. Bien entendu, pas toutes les bactéries appartenant au genre Lactobacillus n'engendrent une fermentation homolactique. Je dis bien, donc ça, c'est le genre Lactobacillus, et au sein de ce genre, certaines espèces sont à l'origine de la fermentation homolactique. Pourquoi ? Parce qu'il s'est avéré que des bactéries aussi appartenant au genre Lactobacillus, mais à d'autres espèces, vont être à l'origine de la fermentation hétérolactique. Donc, je dis bien, c'est le genre Lactobacillus, et au sein de ce genre, il y a uniquement quelques espèces.
Vous avez donc le genre Lactococcus et aussi donc les bactéries appartenant au genre Streptococcus. Le produit final, c'est l'acide lactique. Donc, lors du processus de la fermentation homolactique, le produit final de synthèse, c'est de l'acide lactique. En revanche, la fermentation hétérolactique, c'est une fermentation qui est aussi réalisée par des bactéries, mais ces dernières sont qualifiées de hétérofermentaires. Et à ce propos, on peut citer des bactéries appartenant au genre au genre Leuconostoc et certaines espèces de Lactobacillus, certaines espèces. Elle va mener, donc la fermentation hétérolactique, elle va conduire à la synthèse de l'acide lactique comme tout à l'heure, mais en plus de l'acide lactique, il y a aussi synthèse d'autres produits qui sont des acides, tels que l'acide acétique, tels que l'acide formique, mais il y a aussi des alcools et il y a aussi du CO2. Donc, elle est qualifiée de hétérofermentaire ou de hétérolactique. Contrairement à ce que peut laisser penser son nom, acide lactique, l'acide lactique n'est pas uniquement présent au niveau du lait. Parce que acide lactique là, non, finalement l'acide lactique, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement présent au niveau du lait, mais il est présent au niveau du vin, au niveau de certains fruits et légumes, et même aussi au niveau des muscles. Lorsque nos muscles entrent en activité, cette activité va engendrer la formation de l'acide lactique. Et justement, cet acide lactique, c'est lui qui est à l'origine de certaines piqûres. Quand vous faites un effort, vous remarquez des piqûres, de petites piqûres, de petites démangeaisons au niveau des muscles. Et bien justement, c'est dû à la formation de l'acide lactique. Il faut signaler que parmi les acides organiques synthétisés, l'acide lactique présente le plus d'efficacité à l'encontre des bactéries pathogènes. Donc finalement, l'acide lactique a son importance dans le domaine alimentaire. Pourquoi ? Parce que donc il va freiner l'activité des bactéries pathogènes. L'acide lactique, il est utilisé au niveau industriel, dans l'industrie alimentaire, comme additif. Et il porte alors le sigle, la dénomination E270. Il est utilisé dans l'industrie alimentaire en tant qu'antioxydant, acidifiant ou exhausteur de goût, c'est-à-dire il va améliorer, il va renforcer le goût de certains aliments. Le corps humain ne produit que la forme L+ de l'acide lactique, comme c'est indiqué dans la figure numéro 12. Vous avez ici deux isomères optiques de l'acide lactique. Vous avez la forme L+, et vous avez la forme L- ou D-. Et vous voyez que ces deux formes diffèrent par la position du groupement hydroxyle. Pour la forme L+, qui a donc une activité bien sûr antibactérienne, on vient de le voir tout à l'heure, le groupement hydroxyle est situé vers la gauche. Pour la forme L- ou D-, le groupement hydroxyle est situé vers la droite. Donc deux formes L et D. Enfin, il faut signaler que l'acide lactique, la forme L, c'est une forme qui possède non seulement un effet antimicrobien, comme on vient de le signaler, mais elle améliore, donc la forme L+, améliore la tolérance au lactose, elle stimule la sécrétion des sucs digestifs et il va soutenir la motilité intestinale, donc les mouvements au niveau de l'intestin. On va voir un exemple de production
de l'acide lactique au laboratoire. Et on va bien sûr s'intéresser au cas de la fermentation homolactique, c'est-à-dire la synthèse principalement de l'acide lactique comme produit final de la fermentation. La production de l'acide lactique au laboratoire, il faut donc le signaler, elle a fait l'objet de plusieurs travaux de recherche. Cependant, l'utilisation d'un substrat carboné qui est peu coûteux avec l'obtention d'un rendement en acide lactique satisfaisant reste parmi les objectifs qui sont principalement recherchés. À ce propos, lors donc de ce paragraphe, nous allons présenter un modèle de production de l'acide lactique. C'est un modèle normalement qui a été réalisé en 2007 par le docteur Gidel du laboratoire des sciences du génie chimique de l'Institut national polytechnique de Lorraine en France. C'est l'École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires, sciences et ingénierie de ressources, procédés, produits, environnement. Donc voici le protocole qui a été donc utilisé. D'abord, les souches bactériennes utilisées. Parmi les espèces bactériennes qu'on peut éventuellement utiliser, on peut citer le Lactobacillus casei, variété Rhamnosus. C'est une bactérie homofermentaire, donc qui donne principalement comme produit final de fermentation l'acide lactique. Elle produit l'acide lactique sous forme L+, à partir de différentes sources carbonées. C'est une bactérie qui est thermophile et elle résiste à de grandes concentrations en acide lactique. D'où donc son utilisation en industrie alimentaire. Vous voyez donc qu'il est préférable d'utiliser des bactéries lactiques qui résistent à l'acide lactique. Parce que finalement l'acide lactique c'est le produit donc de fermentation, le produit final de fermentation, mais ce produit, il va faire baisser le pH. Il faut que les bactéries, bien sûr, qui synthétisent cet acide lactique soient résistantes à de fortes diminutions de pH. D'où le choix de bactéries qui sont résistantes à des concentrations en acide lactique qui sont fortes. La deuxième espèce bactérienne qui a été utilisée, c'est le Lactococcus lactis. Je dis bien Lactococcus lactis, variété lactis. Et c'est une bactérie qui est mésophile et aussi elle est homofermentaire. Donc la première, elle est thermophile, la deuxième, elle est mésophile, mais les deux sont homofermentaires. Donc ces deux souches bactériennes combinées dans le processus de production de l'acide lactique. Quels sont les milieux de culture qui sont utilisés? En fait, lors de ce processus donc, de fabrication de l'acide lactique, deux types de milieux de culture ont été utilisés. Le premier type de milieu de culture, c'est un milieu qui est utilisé pour les précultures, c'est-à-dire pour démarrer la croissance des deux espèces bactériennes. Et le deuxième milieu de culture, c'est le milieu de culture qui a été donc mis dans le fermenteur. Donc c'est le milieu de production. On va donc le qualifier de milieu de production. Je reviens au milieu de préculture. Les milieux qui sont utilisés donc pour les précultures bactériennes, là aussi, il faut remarquer que ces milieux sont de deux types. Et d'ailleurs, ces deux milieux conviennent parfaitement à la croissance des lactobacillus et des lactococcus. Le premier milieu, c'est le milieu qui est qualifié, qui s'appelle milieu de Mann, Rogosa et Sharp, qu'on va donc désigner par le milieu MRS. M pour de Mann, R pour Rogosa
et S pour Sharp. Ce milieu-là est utilisé principalement dans tous les laboratoires, si vous voulez, de recherche, pour la croissance des lactobacillus, que ce soit un lactobacillus casei, ou bien un lactobacillus bulgaricus, ou bien un lactobacillus acidophilus. Bref, toutes les bactéries appartenant au genre lactobacillus se développent parfaitement dans le milieu de Mann, Rogosa et Sharp. Le deuxième type de milieu, c'est un milieu qu'on va appeler milieu M17, et ce milieu-là convient parfaitement pour les bactéries lactiques qui sont sous forme de coque. C'est le cas, par exemple, de Lactococcus. Ce sont des bactéries à gram positif qui sont sous forme de coque. Donc, c'est un milieu qui leur convient parfaitement. Ça peut être un Lactococcus lactis, ça peut être un Enterococcus, parce que même le genre Enterococcus fait partie aussi des bactéries lactiques, et là aussi, le milieu M17 convient parfaitement pour sa croissance. Quelle est la composition de ces deux milieux de culture? Le milieu MRS, je donne ici, voici sa composition. Vous voyez qu'il contient comme source carbonée le glucose, et le glucose, il est présent quand même à une forte concentration, à raison de 20 grammes par litre. Il contient du Twin 80. Le Twin 80, c'est un détergent, c'est un agent émulsifiant. C'est un agent donc qui va faciliter l'accès des bactéries aux nutriments. Le milieu M17, voici sa composition en grammes par litre. Il contient comme source carbonée le lactose. Donc déjà le lactose, c'est glucose plus galactose. Donc en fait, la bactérie doit dégrader le lactose en glucose puis galactose pour ensuite démarrer, si vous voulez, sa croissance. En revanche, ici, le milieu il contient directement du glucose. Le milieu de production maintenant, c'est un milieu qui a été donc proposé, et c'est un milieu qui est préparé à partir de déchets de date. Vous voyez ici, donc, ces déchets de date. Donc, en fait, ce n'est pas des dates qui sont trop chères, parce qu'effectivement, donc, le but de la fermentation, on vient de le dire tout à l'heure, c'est de produire un produit final tel que l'acide lactique, ou bien produire de la biomasse, comme on l'a dit, en utilisant bien sûr des substrats bon marché, qui ne sont pas coûteux. Donc, on cherche à utiliser donc des déchets de date pour produire le produit final qui est l'acide lactique. Donc, milieu de production, le milieu proposé est préparé donc à partir donc de déchets de date. À ce propos, donc les dates ont été prises, elles sont lavées, puis ensuite dénoyautées, on enlève le noyau, et puis on leur rajoute de l'eau distillée à raison de 2 litres par gramme de pulpe de date. C'est-à-dire lorsque la date a été donc supprimée de son noyau, il reste la pulpe de date, et pour chaque kilo, pour chaque kilo, on met donc 2 litres d'eau distillée. L'ensemble maintenant est mélangé, et puis il est chauffé à 80 degrés pendant un temps de 2 heures. Après centrifugation, donc on le chauffe d'abord pendant 2 heures, puis ensuite on le centrifuge. La centrifugation, vous voyez donc qu'elle est faite quand même à très grande vitesse. Hein. La centrifugation est faite à 20 000 G et pendant un temps de 10 minutes. Après centrifugation, on recueille bien sûr le surnageant est recueilli et puis il est utilisé comme source de carbone. Ce surnageant, bien sûr, qui a été recueilli, il a été donc dilué à des concentrations qui conviennent, qui sont convenables. Il se peut que le surnageant soit utilisé comme ça brut, c'est-à-dire non dilué, mais
il a été dilué, soit au 1,5, soit au 1/4, bien sûr pour gagner des sucres, pour gagner donc la solution donc sucrée, qui est préparée à partir de dattes, parce que si la dilution 1,5 convient parfaitement, mieux que la solution brute, donc on aura gagné quand même une suspension qui est donc sucrée. Donc le milieu donc il est éventuellement dilué aux concentrations convenables et à la fin donc l'extrait donc du jus de date qui est donc le surnageant, il est enrichi par des éléments nutritifs qui sont l'extrait de levure, des sels minéraux, ainsi le volume, ainsi donc le milieu final présente la composition suivante. C'est un milieu, comme vous voyez ici, qui contient des éléments minéraux, il contient de l'extrait de levure et il contient comme source de carbone le surnageant. Donc c'est le surnageant donc issu de date. Et ce surnageant, il contient comme sucre le glucose, le fructose et le saccharose. Donc ce sont donc les sucres des dattes. Et on vient de le dire, ce milieu-là, bien sûr, a été utilisé à des concentrations variables. Soit le milieu brut, 1 litre de jus non dilué est testé, soit on prend 1 litre et puis on le dilue. Bref, l'expérience doit être faite et ce sont donc les résultats qui vont dire est-ce qu'il fallait utiliser le milieu d'une manière diluée ou bien est-ce qu'il fallait donc le laisser à sa concentration initiale brute. Vous voyez que ce milieu-là contient aussi du Twin 80 et le pH du milieu est ajusté de telle manière à avoir un pH d'environ 6 et l'ajustement du pH est fait avec une solution d'ammoniac, 5 normal. Donc vous avez maintenant deux milieux, les milieux de culture, les milieux qui sont préparés, les milieux pour les précultures et puis le milieu de production. Maintenant, l'étape suivante, c'est la stérilisation de l'ensemble. Les milieux de culture qui sont préparés sont stérilisés par autoclavage. Et le fermenteur lui-même, qui va être utilisé et additionné aussi du milieu qui est là, lui aussi, donc, il est stérilisé par autoclavage. Cependant, les solutions, telles que les solutions de vitamines, parce que parfois, on rajoute à ces milieux de production des solutions vitaminiques pour renforcer l'activité bactérienne. Mais les solutions de vitamines, elles doivent être stérilisées non pas par autoclavage, mais par filtration en utilisant des filtres mini-SART dont le diamètre est de 0,22 micromètres. La solution de glucose, qui est ici une remarque, vous pouvez la stériliser directement dans l'autoclave, comme pour le milieu M17 et le milieu MRS. Vous pouvez, à la place, la stériliser par filtration. Donc, les substances qui sont sucrées peuvent être les substances sucrées, carbonées, peuvent être stérilisées soit par filtration, soit par autoclavage.